Hello, c'est Quentin. Cette semaine, on parle du design qui change de rôle entre Google et Ikea, de Windows qui perd la guerre des OS de bureau et d'Apple qui semble vouloir supprimer le Vision Pro. Bienvenue dans la bulle de la semaine, l'essentiel de l'actualité tech et design sur Bubble, évidemment. C'est notre rendez-vous du lundi où on vous parle un petit peu de ce qui se passe dans la semaine, ce qui s'est passé. Et je suis toujours accompagné de mes petits osios, Mathieu et Rewan. Comment ça va ? Écoute, franchement, ça va. Il l'a dit un lundi parce que vous allez l'écouter lundi. Là, on enregistre le 1er mai. Ouais. Pendant la fête du travail, donc n'hésitez pas à l'écouter deux fois. Très drôle ce que m'a dit Mathieu tout à l'heure. Il vient et il me dit c'est inacceptable ce qu'on fait. Moi je suis un mec de CDI, qu'est-ce qu'on fait ? Un CDI man. Je suis salarié, moi c'est un CDI man, on travaille le 1er mai, c'est un scandale. C'est un scandale. Écoutez, avant de... Quentin Tyran, libéré. Attends, mais c'est de la faute de Mathieu finalement, c'est lui qui avait un test auto et qu'on a décalé. Est-ce que c'est décalé la semaine prochaine pour les mêmes raisons que Mathieu ? Peut-être. Par ma faute, peut-être. Est-ce que c'est un jour férié aussi ? Peut-être bien. De toute façon, le mois de mai, frère, en France, faut pas espérer que les gens y répondent au taf quand tu les appelles. Hein. Je vous propose de partir directement, mais avant ça, de soutenir le podcast de votre côté, les amis, en laissant vos petites étoiles sur notre profil, que ce soit sur Apple Podcast, Spotify, n'hésitez pas à le faire, ça nous fait toujours plaisir. Et il y a aussi la bulle vocale en description de l'épisode pour enregistrer vos questions et réagir au sujet qu'on aborde. Cette semaine, on va avoir de la tech, mais aussi un petit peu de design, j'avoue, je me suis fait plaisir parce que ça fait un moment qu'on n'est pas revenu là-dessus. Google a mis une petite pièce, Ikea aussi, et on en parle tout de suite. Les gars, on parle souvent du design comme quelque chose de visuel. Un objet, une interface, une forme, même une couleur, mais en réalité, le design, il sert surtout à rendre quelque chose compréhensible. Notamment aujourd'hui dans le domaine dans les technologies, avec l'IA qui arrive, quelque chose qui est pas vraiment tangible. Et ben Google a fait quelque chose pour apporter ça. On visualise tous les logos de Google, que ce soit sur la homepage ou bien sur leurs applications, sur Google Drive, sur Docs, sur ces choses-là, sur Gmail. La règle des 4 couleurs de Google, est-ce que vous les avez en tête ? Bien sûr, c'est jaune, rouge, vert... Jaune, rouge, vert. Bleu, le bleu, le vert, le jaune et le rouge. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc on a ces 4 couleurs qui sont un petit peu les icônes phares de... en tout cas, la palette de couleurs phares de sur de le Google. G notamment. Sur le G, mais sur le Drive, etc. Oui, etc. Et même au démarrage, les petits points qui faut démarrer aussi. C'est devenu le thème, sauf qu'aujourd'hui, avec Gemini, ça a changé. On le voit, c'est beaucoup plus en dégradé, c'est beaucoup plus violet, nuancé. bleu, Exactement. Dégradé, tout ça. L'idée, c'est pas de changer de couleur pour faire joli, c'est introduire du coup ces sortes de dégradés, d'effets de lumière pour avoir quelque chose de plus fluide, adapté et avoir une certaine cohérence comme ils le font, puisque Gemini aujourd'hui est intégré dans tous les outils Workspace de Google. Mais est-ce que tu as vu que c'était ce que Microsoft ils ont fait ? Quand tu as Copilot qui est arrivé, tous les logos qui intégraient des fonctionnalités Copilot, ils ont mis du dégradé pour souligner, un dégradé très arc-en-ciel, très plus basé sur le violet, qui justement faisait en sorte d'introduire rien que visuellement le fait que c'était un outil assisté par IA. Alors je crois que ça n'a pas duré très très longtemps parce que ils sont en train de rétro-pédaler, ce qui est d'ailleurs une partie de mon actualité. Oui, peut-être que j'utilise mon actualité dans celle de Quentin, j'en ai rien à foutre, abonnez-vous. Mais oui, effectivement, ça a l'air d'être un thème qui revient pas mal. Mais c'est intéressant parce qu'on sent quand même une standardisation, parce que globalement, ils ont tous plus ou moins le même effet. Apple et tout, il y a le côté un peu multicolore, fondu, les uns sur les autres. Ça, c'est un truc qui était venu il y a très longtemps à l'arrivée de Siri. Rappelez-vous. Mais je trouve que alors, il y a eu un changement, c'était en 2 phases. Quand il est arrivé sur l'iPhone 4, c'était juste un petit micro, je sais pas si vous vous en souvenez, avec la petite vague violette. Ah oui. Et ensuite, du coup, c'est devenu le fameux Siri avec le waveform qui et la bulle, juste avec la bulle, etc. Mais effectivement, ça veut dire que Google il essaye vraiment de donner une forme visuelle à quelque chose qui n'en est pas. L'IA, c'est abstrait, hein, on le sait, et le design vient donner une sorte de matière qui le rend tangible. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. On passe d'un design fonctionnel avec le material design qu'on connaît chez Google jusqu'à présent pour avoir un design un peu plus narratif. Material design qui symbolise l'utilisation de l'objet par visuellement ce par quoi il est représenté. Et donc Gmail, tu vas avoir une enveloppe, Meet, tu vas avoir une caméra, ce genre de trucs. C'est exactement ça. Alors on garde quand même cet aspect sur ces nouveaux logos de chez Google, mais on voit qu'ils ont un petit peu évolué. Je vous invite à faire une petite recherche si vous voulez avoir le design. Mais par exemple, au lieu d'avoir le Google Meet avec la caméra et toutes les couleurs, aujourd'hui c'est juste un dégradé de jaune par exemple. Sur Google Sheets, c'est un peu plus simplifié. Enfin bref, ils vont vachement jouer sur ce côté dégradé tout en gardant une icône qu'on a l'habitude de voir, qui est compréhensible. Mais en même temps, il se passe quelque chose de plus vivant, de plus intelligent derrière, puisqu'ils apportent Gemini à l'intérieur. Le design avant, il voulait vraiment dire
comment on utilise l'outil. Là, il dit plutôt voilà ce que fait l'outil. C'est un design qui porte vraiment une sorte de message technologique, un truc qui n'était pas là avant. Voilà, aujourd'hui, nos applications deviennent intelligentes avec ce côté dégradé, fluidité, jeu de lumière, etc. Alors, je ne sais pas si à l'intérieur de l'application, on va avoir des changements, mais on le sait, avec l'intégration de Gemini, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. On entend aussi un petit peu parler avec un peu l'intelligence qui semblerait revenir, mais bon, c'est un peu un running gag depuis quelques années maintenant. Donc voilà. En tout cas, je trouve qu'on rentre vraiment dans une ère de branding produit ultra unifié, et tout ça vient un peu humaniser, c'est un peu compliqué, humaniser quelque chose de très complexe. Donc voilà, je voulais vous en parler sur ce côté Google, mais il y a aussi Ikea qui vient contrebalancer ça, et je trouvais ça intéressant de mettre l'un par rapport à l'autre, parce que Ikea vient de dévoiler un fauteuil gonflable dans sa collection PS 2026. Ok. Et en fait, là où c'est contradictoire et paradoxal en même temps, et en même temps très complémentaire, c'est que Ikea vient de dévoiler un objet physique très concret, et pourtant, la démarche est presque inverse. C'est-à-dire que tu as un fauteuil qui est transparent, léger, gonflable, donc tu as deux modèles différents, un transparent un peu en mode sofa, et un autre qui est très très joli en plus de ça, avec un accent un peu chromé et gonflé au niveau des deux assises. Donc il prend pas de place, presque pas de place en tout cas visuellement, c'est presque un objet qui disparaît dans l'espace. Et c'est pas anodin, parce que pendant des années, le design d'objet, il cherchait justement à exister dans une pièce, à être limite un statement, une pièce habillage centrale, un habillage, quelque chose qui pose le décor. Là, il propose un objet qui n'impose rien, justement. Tu peux l'installer, l'enlever, le déplacer, l'oublier. C'est presque un design qui devient temporaire, presque silencieux, je trouve. Et vu que c'est gonflable, évidemment, c'est ultra léger, ultra transportable. Et puis, il y a des références aussi vachement assumées aux objets des années 90 d'IKEA, mais modernisés en 2026. On le sait, on a déjà vu des collections qui reprennent un petit peu ce truc-là. Mais en tout cas, le design, il sert vachement à alléger, à pas saturer ton espace, ni visuellement, ni mentalement. Et ouais, exactement, c'est celui-là. Alors, t'as celui-là qui est en mode pouf, un peu en style bubble, et il y en a un second qui est vert avec les accents chromés, et ils ont fait un canapé aussi qui est full transparent. Donc il me semble qu'il y en a du coup 3. Mais parce qu'il y en avait qu'ils avaient déjà tenté à l'époque. Je crois qu'en 2018, le canapé transparent, ils l'avaient tenté et que ça n'avait pas spécialement marché. Par contre, ouais, celui-ci en mode pouf, il est un peu rigolo, je trouve. Je sais pas pourquoi. Il y a des inspirations aussi. Je pense que le design des années 90-2000 revient aussi vachement, que ce soit dans le style vestimentaire, mais aussi dans les intérieurs. Le style des années 70, avec un côté très chromé. Toutes ces influences-là reviennent vachement sur le devant de la scène. Donc je pense qu'il y a une idée derrière, et le fait que ça revienne et que ça puisse fonctionner, c'est pas pour rien. En fait, j'ai l'impression que c'est encore une fois une boucle qui se boucle, j'ai envie de te dire, parce que en faisant une petite recherche pour essayer de mettre un peu de visuel dans ce que tu dis, je viens de tomber sur un article du IKEA Museum, vous pouvez aller voir, et on a carrément un canapé gonflable, transparent, comme ça. Exactement. Mais celui-ci, c'est pas un modèle de 2018, celui-ci? Non, et apparemment dans le milieu des années 90, apparemment. C'est un designer qui s'appelle Jan, J-A-N, Dranger. Jane, ouais. Dranger. C'est comme danger avec un R. Dranger. C'est inspiré justement de ces collections des années 90. Ils essayent de remettre au goût du jour. Ils l'ont déjà fait avec différents fauteuils, différents habillages et lampes, etc. Donc c'est toute une collection, mais qui vient apporter quelque chose. Et je trouve que si tu mets les deux news ensemble, celle de Google et d'IKEA, tu vois un mouvement assez intéressant. Dans la tech, on essaye de rendre visible quelque chose qui ne l'est pas. Et dans le physique, on essaie de faire disparaître ce qui est trop présent. Est-ce que vous pensez que le bon design aujourd'hui, c'est pas celui qu'on remarque presque pas ? Je ne sais pas, parce que du coup, tu sais, on dit toujours le trop est l'ennemi du bien. Donc, pourquoi pas un peu de minimalisme ? Mais en même temps, je pense que les meubles, tout ce qui habille ta maison fait aussi qu'elle a son caractère. Oui. Est-ce qu'on risque pas de tomber dans un truc, tu vois, à pousser le concept jusqu'au boutisme ? Est-ce qu'on risque pas de tomber sur quelque chose de très uniforme et que tout se finit par se ressembler ? Je partage. Je pense que le design, c'est une question d'expérience et de cohérence, en fait. Que tu peux avoir des designs très minimalistes, très au contraire abusés, néo-rétro, etc. Mais il faut que ce soit cohérent par rapport à la fonction que tu essaies de donner à l'univers dans lequel tu le mets, que ce soit une application, une pièce, et le fait que les différents objets doivent travailler ensemble pour créer cet esprit-là. Tu vois, par exemple, la pièce où on enregistre, le studio, il donne son caractère à ta pièce parce que tu as ce canapé bleu, ce tapis avec ses motifs, etc. Je pense que ça serait pas la même si tout était transparent.
Alors, le design, ce que je veux dire, c'est si on le remarque pas, il y a différentes couches là-dedans. Et d'ailleurs, c'est ce que dit très bien un designer qui s'appelle Dieter Rams, qui est un designer allemand qui a travaillé chez Braun, etc., qui a 10 principes en fait très simples d'un bon design. C'est qu'un bon design est innovant, un bon design rend un produit utile, un bon design est esthétique, un bon design rend un produit compréhensible, un bon design est discret, un bon design est honnête, un bon design est durable, un bon design est approfondi jusque dans les moindres détails, un bon design est respectueux de son environnement, et le 10e, un bon design est le minimum de design que possible. C'est des principes qu'il a appliqués tout au long de sa carrière chez Braun, etc., qui a influencé évidemment beaucoup de gens derrière. Donc il y a le fameux Less is more qui prône et qui est influé de Van der Rohe, qui est un architecte allemand aussi. Mais en tout cas, tout ça veut dire que le design, c'est pas parce qu'il est visible ou qu'une pièce est un meuble ou même une techno est visible que ça le rend forcément intéressant. On peut réussir à le dissimuler, un petit peu comme Google réussit à le faire avec ce jeu de dégradé. Bon, il faut lire entre les lignes, évidemment, mais quand tu le sais, tu comprends qu'il y a un petit truc sous-jacent, quoi. C'est comme ce qu'on avait vu au CES, rappelle-toi cette télé enroulable, limite, tu vois. LG Signature. Voilà, donc ça, c'est déjà, c'est très joli, mais du coup, ça participe un peu à ce minimalisme avec une télé qui disparaît. Mais j'ai envie de te dire que presque le processus de fait de la montée, etc., participe un petit peu à l'expérience visuelle. Complètement. C'est réfléchi. Complètement. Et ça joue et ça s'intègre complètement. Et d'ailleurs, je fais un petit plug parce que dans ma dernière vidéo, je cite du coup ce fameux Dieter Rams où je parle d'iOS 26. Je fais un petit bilan sur ce qui s'est passé et sur le design actuel d'iOS 26. Donc je vous laisse aller voir ça si jamais c'est pas le cas. Elle est sortie vendredi dernier, donc n'hésitez pas. Bon, les gars, il va falloir qu'on discute. Là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Je vais me lever, je vais m'offusquer et je vais même presque défendre Apple. C'est magnifique. Alors, si tu te lèves, t'auras plus le micro, donc ça va être compliqué pour toi. Reste assis, s'il te plaît. Non, mais en plus, en même temps, là, vu le niveau de... Fais un effort, Mathieu. Exactement. On a un podcast à faire. N'hésite pas à parler le plus lent possible. Non, mais là, en plus, j'ai tellement de sommeil, je suis tellement bien incrusté dans le canapé que je vais rester bien à ma place. Mais il faut savoir que j'ai toujours un petit peu... alors, c'est marrant parce que vous allez me dire si c'est moi qui me sens persécuté, que je vis dans un monde qui n'est pas celui auquel je pense appartenir. À ce point-là. Mais parce qu'en fait, on a encore parlé de réalité virtuelle, de technologie immersive. Oh la vache, il faut vraiment que tu te trouves. C'est tout ce que tu as trouvé comme oppression, là, le fait que la réalité virtuelle... C'est devenu le combat de ma vie. Oh la vache. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand il se passe rien, eh ben, les gens, ils disent rien, ils en ont rien à battre, ils essayent pas de... Voilà. Et dès qu'il y a un truc un petit peu clivant ou même un truc un peu qui enfonce le sujet, là, t'as toute la planète qui vit une autosatisfaction de zinzin, de ouais, on a raison, c'est de la merde, ça va mourir ton truc. Alors, écoute, qu'est-ce qui se passe ? j'apprécie tes convictions. Donc, exactement. Partage-nous tes pensées. Eh ben, écoute, ça part de quoi, mon offuscation, même si je ne sais pas si ce mot existe. Mon offuscance. Mon offuscance. Ce 30 avril, il y a un tweet, il y a une déclaration qui part sur le fait que, bien sûr, de manière totalement officieuse, Apple aurait décidé de débrancher le Vision Pro. Et j'ai envie de te dire, le premier acte de mon offuscation, enfin de ma colère, c'est que ce truc-là, honnêtement, pour vivre la chose de près, tu vois, comme je suis vraiment un fan et un observateur, c'est un truc que j'ai l'impression d'entendre tous les 2-3 mois. Allez, une fois tous les 2-3 mois, on a le droit à un article de le Vision Pro, c'est mort, Apple arrête le Vision Pro, il débranche la machine et tout ça, etc. Et en fait, c'est marrant, c'est que quand il y a des gens qui mettent en avant les qualités de ce produit, que je n'aime, enfin, qu'au demeurant, je suis très partagé sur ce produit. C'est-à-dire que j'ai envie de l'aimer, mais en même temps, il y a plein de choses qui font que je ne l'apprécie pas non plus. Pour que les gens comprennent un peu ma posture. Et ben là, tout d'un coup, apparemment, le truc, il a fait un peu un tollé. Enfin, en tout cas, ça a fait pas un tollé, mais on va dire ça a fait réagir énormément de monde. Tout le monde, tu sais, c'est un peu le billet de confirmation que beaucoup attendent en disant, vous avez vu, c'est nul votre truc, ça y est, c'est ça mort. marche pas, on vous l'a dit que c'est de la merde votre truc. Et donc du coup, ça a tellement fait bouger que notre cher ami Mark Gurman, parce que c'est un peu lui qui en parle et qui a parlé un peu de ce sujet-là, il a été obligé de reprendre la parole parce que c'est lui qui avait parlé du fait qu'il y avait du mouvement du côté de chez Apple sur cette partie-là. Et il a dû carrément clarifier sa déclaration parce qu'il dit les gens, on va redescendre d'un coup parce que c'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai pas dit que Apple a débranché Apple Vision Pro. Il y a une réorganisation
structurelle de chez Apple. Après, j'ai pas entendu ce qu'il a dit, son premier statement par rapport à ça, mais c'est vrai que dès qu'il a des mots vis-à-vis d'Apple, généralement, c'est très impactant parce que c'est quelqu'un de bien placé dans cet univers. Bien sûr, c'est un journaliste de chez Bloomberg, pour rappeler, mais qui est très proche de ce qui se passe chez Apple. Oui, parce qu'il avait, je crois qu'en tout cas, il a des sources très renseignées. Je crois qu'il a bossé même peut-être là-bas, ou je sais plus, mais bref, il a les backstage. Il y a vraiment des gens qui lui parlent. La première, tu as raison de me faire revenir là-dessus, juste la première, déclaration, ça a été de dire les équipes d'Apple Vision Pro ont été dissoutes et les gens ont été reclassés, on va dire, dans les différents services d'Apple. Mais de ce que j'ai vu, c'est que les ingénieurs, ils ont été réaffectés, notamment vers le développement de Siri. Le projet d'un modèle moins cher, éventuellement, serait du coup suspendu. Ah ouais, on parle même d'abandonner. Et c'est potentiellement vrai. Et se reconcentrer du coup sur des lunettes. Mais peut-être que tu l'aborderas après. Mais ça a été traité un petit peu par-dessus la jambe par certains médias. Je vise personne, mais je vise tous les anti-VR. Je vous juge sévère. Il les tacle. Ah ouais, là, il y a bagarre. On descend en bas. Je vous attends à la sortie, comme on disait à l'époque. Le truc qui se passe, c'est que, en fait, il faut comprendre une chose. C'est que le Vision Pro, ça a été un petit peu... ça a été traité de manière assez différente chez Apple. En fait, c'est quoi l'histoire ? C'est que Apple a dissous ce qu'ils appellent le VPG, qui s'appelait le Vision Product Group. En fait, ce qu'il y a de particulier avec le Vision Pro, c'est que c'était une entité à part qui bossait là-dessus. Et je pense savoir pourquoi. Là, c'est ma take que je vous donne. C'est que quand Apple décide de lancer le Vision Pro, je pense qu'ils sont conscients qu'ils ont un peu cumulé du retard, comme pour l'IA, sur cette technologie-là, qui était plus ou moins en train de prendre. C'est-à-dire que le Quest, il y a eu un peu la partie métavers, tout le monde s'excitait, et en fait il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le métavers, et surtout ce qu'on a fait Mark Zuckerberg, moi j'aime pas du tout, mais il y a eu une espèce de frénésie autour de ça, autour du travail à distance avec les casques, etc. Et Apple a un petit peu réagi en disant on est un peu à la bourre sur le sujet, et parce que déjà en interne, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait des gens, des sceptiques sur cette techno-là, et des gens qui y croyaient énormément. Et créer une autre division, ça serait pas plutôt pour camoufler la technologie, peut-être ? Je pense que... À l'ère des rumeurs et tout ça. Ouais, moi j'avais plus envie de voir genre un labo du fait que, même chez Apple, encore une fois, c'est mon ressenti sur la question. Je pense que comme il y avait des gens à convaincre, d'ailleurs Tim Cook lui-même était pas forcément le plus convaincu au début, et c'est les ingénieurs de chez Apple qui lui ont promis, lui ont dit écoute, laisse-nous faire notre Apple Vision Pro parce que on est obligé de passer par cette étape-là pour arriver à l'état de l'art de la VR. Et tu vois, qu'on aime ou pas le Vision Pro, on peut quand même être d'accord pour dire que au niveau de la proposition, c'est quand même assez de haute volée, quoi. Il y a de la technologie de ouf. Mais en fait, le problème, c'est que Tim Cook voulait sauter les étapes et voulait déjà des lunettes. Et les mecs, ils lui ont dit non, mais au niveau où on veut arriver, pour l'instant, la technologie n'est pas prête pour ce niveau de miniaturisation. Et donc, je pense que pour moi, ce groupe-là, il a été créé un petit peu de manière à part pour, on va dire, c'était un banc d'essai en disant, vous le faites, ok, il a été convaincu, Tim, il a dit, ok, je vous donne le go. Et après, l'idée, c'était de dire, il va falloir convaincre parce que tout le monde, il n'y a pas un statu quo, tout le monde n'est pas ok avec ça. Suite à ça, Apple a sorti le Vision Pro. Et il s'est passé ce qui s'est passé. On va pas se mentir. L'Apple Vision Pro. Alors, moi, je suis un peu mitigé sur cette histoire de succès ou pas succès. J'ai du mal à croire qu'Apple espérait en vendre des kilotonnes au prix où il le vendait, $4 000. Faut savoir 600 000 unités vendues. Voilà, quand même 600 000 unités. Et j'ai envie de te dire, si factuellement c'est un chiffre très bas, je pense qu'en termes de revenus, vu combien ça coûtait, je pense que la balance est quand même intéressante pour Apple. Et je pense que c'est pas un échec dans le sens où c'est une preuve, c'est un proof of concept, tu vois, c'est une preuve technologique. Pour le prix où c'est vendu, 600 000 unités, c'est quand même pas mal. Et c'est un truc qui sort complètement des sentiers. Et je rappelle qu'il y était une transition à ce qu'on veut aujourd'hui dans le parle du nouveau design de Apple avec le Glass Morpheus, etc. Donc le succès est relatif, on va dire, par rapport à, je pense, que Apple a voulu montrer dans ses chiffres et par rapport à l'approche qu'ils ont mis vis-à-vis d'un public qui n'était pas du tout dans cet univers-là de base. Et encore une fois, prends $600 000 que tu multiplies par 4 000 le prix. 600 000 unités, 600 000, par 4 000, pardon, ouais, voilà, excuse-moi. Oui, mais après, coût de production, de développement et tout ça, dont on n'a pas idée. Mais je suis assez d'accord, peut-être que le fait de...
aussi un entraînement, de voir ce que ça peut donner, de voir comment le public allait réagir vis-à-vis de la technologie. Et puis malgré tout, c'est un produit qui a été vachement orienté vers le business. Et même on voit aujourd'hui des concessions comme Porsche, des choses comme ça, qui ont ce genre de produit. C'est une plateforme, Exactement. ils ont acheté la Pour plateforme. montrer, alors que le grand public n'était pas forcément et nécessairement la cible derrière tout ça. Exactement. Donc 600 000, C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. En fait, il faut savoir qu'au dernier trimestre de 2025, ils en ont vendu que 45 000. Sachant que. parce qu'il y a le nouveau M5 qui est sorti. Voilà. Alors, oui, il y a le nouveau M5 qui est sorti, exactement. Il y a eu le refresh qui, malheureusement pour moi, je peux pas croire une seconde qu'Apple pensait qu'ils allaient rectifier le tir, dans le sens où c'est globalement la même bête, à quelques réglages Un près. arceau et un processeur près. Un quoi. poil plus de 10% de pixels en plus, juste beaucoup plus de puissance avec la puce M5, et globalement, genre une autonomie améliorée de 30 minutes. Et des trucs, surtout, Ouais. dont le consommateur moyen s'en beurre l'arrêt. On va Grave. être honnête, hein, parce que les specs, en général, le consommateur moyen d'Apple, il en a rien à foutre. hein. Grave. Quoi qu'il en soit, je pense qu'aussi, il fallait acter le fait que, en tout cas, ce produit, comme tu le mentionnes si bien, c'est pas que c'est un échec, mais c'est un produit de niche. Un peu comme Apple a d'ailleurs des produits de niche, on l'oublie, mais les AirPods Max, tu sais, il y a l'enceinte aussi également. Ouais, moi, c'est- je mettrais plutôt genre le Apple Pro Display XDR, par exemple. C'est un écran à 3500 €. Il faut C'est ça. vouloir et pouvoir les mettre. Ouais, le Mac mais- Pro, c'est pareil. C'est des produits de niche dédiés à des professionnels. Mais Ah, t'es mais da- excuse-moi, Ouais, mais, vas-y, mais tout est dans le professionnel. En fin de compte, Bien l'Apple sûr. Pro XDR, tu veux aujourd'hui faire de la retouche photo ou de l'editing vidéo, c'est comparé au prix, t'es pas différent des écrans professionnels qui sont Mais vendus par Sony, évidemment, LG, c'est etc. ça. Le Mac Pro, tu vas en avoir. Alors, le Mac Pro, c'est certes très cher, mais les Mac Studio qui sont un peu plus petits, pour le coup, t'en as dans tous les prix et ça commence à, je sais plus, 700 €. un truc Même comme ça. pour moins cher, tu peux avoir un Pro Display. Non, c'est un display. Bon, Apple c'est un Pro Display, Display. peu Display, importe. ouais. À 1700. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, si tu compares les ventes, bon, ils viennent de sortir, mais les prix de vente de ces écrans, j'imagine qu'ils vont pas en vendre 10-15 millions. Donc tu vois, il faut relativiser vis-à-vis de la cible aussi. Et les gens, ils ont du mal à le percevoir. Tout de suite, ils voient un chiffre, ils l'associent à tout le monde. Mais sauf que généralement, ceux qui font ça, c'est les gens qui vont pas l'acheter. quoi. T'as Mais peut-être le traumatisme des roues et du pied du Oui, Mac Pro et ouais. du truc. Ouais. J'adore. Non, mais tu vois, par exemple, même, je trouve, c'est l'enceinte, c'est bien la AirPods Max. Le que je me suis- HomePod. HomePod, pardon. Mais tu es d'accord avec moi que le HomePod, il a un peu disparu des radars en termes de communication chez Apple. Parce que il est Non, mais c'est basé de sur niche. Siri. Parce que Non, la parce qu'il est plateforme basé sur Siri Siri. les emmerde chez Apple. Parce qu'en fin de Ouais. compte, le HomePod, c'était un moyen transitoire d'aller vers les Alexa, d'aller vers les Google Home, etc. Sauf que la plateforme HomeKit, je crois que ça s'appelle chez Apple, elle a toujours été un peu coussi comme ça. C'est-à-dire que le support des produits qui vont vers HomeKit fonctionne. Par contre, HomeKit en lui-même, avec toutes les intégrations, c'est pas Bah, génial. HomeKit, c'est ok, mais le problème, c'est l'interaction que tu vas avoir Que avec tu vas Siri avoir avec pour Siri qui réagir comprend- avec ton Qui écosystème. comprend que Bah ouais. dalle, Siri, c'est catastrophique. Et étant une enceinte basée là-dessus, comme tu peux avoir un Google Home qui est basé sur Google, aujourd'hui, par exemple, je demande à Siri de me donner je sais pas, des informations sur une personnalité que je suis en train de voir. Il me dit de me rediriger vers mon iPhone, tu vois. Ça, c'est fou. Mais ça, là-dessus, je vous rejoins. Mais moi, je parle même du HomePod Max. Hein, c'est le grand, là. Tu sais, le grand modèle. Le HomePod mini, Non, il y a le grand. Tu sais, tu te t'as rappelles le celui- HomePod mini et le HomePod normal. le HomePod normal. Bref, en tout cas, pour moi, je dirais que le HomePod, c'est vraiment un produit que pas tout le monde a besoin. Autant le HomePod mini, je comprends, tu vois, toi, t'en as à la maison et tout, je comprends exactement l'engouement du produit. Autant le... Ah non, je te faisais un signe pour dire ils sont derrière. T'as Ouais, les ouais. HomePod qui sont... Ah oui, oui, oui. qui sont derrière, mais après c'est une enceinte à 350 sur le marché, t'as du Sonos, t'as plein de trucs, donc en vrai Qui c'est pas font vraiment mieux le pour, taf, en plus. dans un écosystème de Apple, ça prend tout son sens parce que c'est des très bonnes enceintes. Maintenant, ça peut rester de niche dans le sens où il faut être dans l'écosystème Apple pour y avoir accès. Mais, En fait, c'est les plus mauvaises enceintes intelligentes que tu pourrais avoir, en vérité. Bon, quoi- C'est des très bonnes enceintes, mais le caractère intelligent de l'enceinte, il est à revoir. quoi. Quoi qu'il en soit, notre discussion prouve bien quand même qu'il existe chez Apple des produits beaucoup plus niches. Et je pense que pour moi, le Vision Pro, il a toute sa pertinence dans le monde professionnel. Et vraiment, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont misé dessus. Et c'est d'ailleurs un peu, clairement, je pense, la suite logique de ce produit-là qui va axer là-dessus. On espère quand même, on sent quand même qu'il y a des choses qui ont été faites au niveau du grand public. Moi, je vais te dire pourquoi aussi je suis en colère, c'est que les médias au général, comme ça je vise
parce qu'il n'y a pas que les journalistes, il y a aussi des créateurs de contenu, qui tu veux. Ceux qui ont un peu tué en tout cas, qui ont annoncé comme ça la mort de ce type de produit, font pour moi une faute dans le sens où il y a quand même énormément d'investissements qui sont faits qui ne sont pas visibles, comme par exemple les retransmissions sportives, la NBA. Moi, pour suivre le projet, ils ont signé énormément de partenariats avec la NBA. D'ailleurs, avec la F1 aussi. Meta, il s'est fait un peu shipper le truc parce que c'était un des axes de Meta avec le Quest. Il y a aussi beaucoup de courts-métrages qui ont été faits avec dans un sous-marin, etc. Il y a tout un pan économique qui commence à naître sur ce genre de création de vidéos immersives qui sont faites parce que même ceux qui font DaVinci, je suis fatigué. Bref, Blackmagic fait des caméras maintenant qui vont dans ce sens-là. On a eu notre président de la République qui a fait un reportage avec une caméra en immersion pour le défilé du 14 juillet. Mais je suis persuadé que en plus, avec le fait qu'Apple lance Apple TV+, avec tous les films qu'ils sont en train de créer, je suis persuadé que Apple est en train de préparer son standard cinématographique, un petit peu comme l'IMAX ou le Dolby Vision, des choses comme ça, pour le préparer à ses supports, à ses propres produits. J'en suis persuadé, voilà. Et c'est quelque chose qu'on verra arriver et qui sera évidemment compatible avec des produits comme le Vision Pro, j'imagine. Exactement. Et un des points sur lequel aussi je voulais venir, donc pour moi, il y a tous des signaux qui montrent que actuellement, le Vision Pro, c'est le hardware, en fait, le problème, la problématique, mais que tout ce qui a été initié avec le Vision Pro va forcément rebondir sur la suite. Donc, t'en parlais, les lunettes, c'est la voie à suivre, c'est clairement vers ça que Apple pense que le succès de ces technologies-là peut émerger. Ça va prendre son temps. On le rappelle, Apple va débarquer avec des lunettes et ils vont reprendre un petit peu le chemin qu'a fait Meta, c'est-à-dire au début des lunettes sans écran et petit à petit apporter les écrans. Et tu vas voir que là, visionOS, comme par hasard, il prendra tout son sens. Et il y a un dernier point aussi que je voulais voir avec vous, c'est, Tim Cook passe la main aujourd'hui. Et c'est John Ternus qui va prendre les relais en septembre. Et il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que John Ternus, lui, quand il commence sa carrière en 97, il la commence dans la VR. Il est dans une boîte qui s'appelle Virtual Research System, qui sont des pionniers dans les casques VR. Donc, je pense quand même que là, tu te dis, il y a un petit filon qui va vouloir tirer. Voilà. Et je vais te dire un truc, même, il faisait partie des gens qui n'étaient pas partisans du Vision Pro. Mais je pense qu'il n'était pas partisan, non pas parce qu'il ne croyait pas en la technologie. Je pense qu'il n'était pas partisan parce que pour moi... Pour la cible... pour le hardware aussi. C'est-à-dire trop lourd. Mais vraiment, tu vois, moi, ce que je déteste le plus dans le Vision Pro, actuellement, c'est le confort du casque. C'est-à-dire que, franchement, toute la technologie, le hand tracking, tout ça, tout est le eye track, le suivi des yeux pour l'interface et tout, il y a plein de choses très, très bien faites, très bien exécutées. Et les écrans, tout le monde rêve des écrans de l'Apple Vision Pro sur un casque VR. Ceux qui ont des MetaQuest, je peux te dire qu'ils rêvent de ce jour où ils auront la même qualité d'affichage. Mais je pense que fondamentalement, Apple, pour moi, en a fait trop sur ce Vision Pro. Ils ont voulu trop y aller trop fort, trop vite. Et du coup, fatalement, ça a un peu tué le produit quelque part. Parce que trop lourd, trop compliqué, trop poussé à l'extrême. Et encore, comme on le disait, quand il y a trop... parfois c'est l'ennemi du bien. Et donc voilà. Mais il le dit lui-même, selon lui quand même, il y a des choses qui sont très intéressantes et en gros, ils sont selon eux aux prémices de l'informatique spatiale et le potentiel, il fera que croître. C'est-à-dire que tous les haters, là, méga anti-VR là, que je pointe du doigt, vous n'avez pas compris qu'en fait, l'industrie, elle est très, très, très chaude. Elle croit en cette technologie-là. Beaucoup y croient. Et du coup, je pense que vous verrez que ce produit, le Vision Pro, était peut-être pas la bonne phase de démarrage, mais que vous allez voir, Apple ira clairement sur ces technologies-là. Et je me réjouis d'avoir un acteur comme Apple qui apporte sa pierre à l'édifice à ce sujet-là. Donc, même si je suis pas très Apple fanboy, franchement, je dis à tous mes haters, revoyez vos analyses parce que ça prend pas. On a parlé de Google, on a parlé d'Apple. Ça paraît très légitime qu'on termine par Microsoft. C'est vrai qu'on est sur les GAFAM. Là. Ouais, c'est full GAFAM là. Puisque, en fait, la semaine dernière, si vous vous souvenez que vous avez écouté l'actu, j'ai parlé de framework.
il y a un truc que je n'avais pas précisé dans mon info de framework et qui m'a fait me diriger vers le sujet d'aujourd'hui. C'est en fait le framework 13 Pro, donc, qui est le nouveau portable de chez Framework, la marque qui vend des laptops full réparables. Tu peux racheter des produits très évolutifs, etc. Pour la première fois, ils sont certifiés Ubuntu. Donc, ils ont travaillé avec Canonical, qui est la société qui développe Ubuntu sur base Debian, pour vendre des PC qui sont automatiquement préinstallés avec Ubuntu et qui du coup rendent l'adoption de Linux beaucoup plus simple pour le grand public. Les moldus, ils sont en PLS là. Il y a tellement de mots techniques. Ubuntu, c'est du Linux, ça va. Depuis le temps que les gens ils écoutent le podcast, ils doivent savoir ce que c'est que Framework et Ubuntu, par pitié quand même. Ça va, je suis pas non plus full barbu, full cave. Bref, pour revenir à ça, j'ai vu une info que j'avais loupée la première fois qui était vachement intéressante, c'est qu'apparemment, dans tous les batchs, je crois qu'il y a 9 batchs de précommande qui sont disponibles pour Framework avec à chaque fois des dates de livraison un peu plus c'est des vagues de précommande. C'est ça exactement. Je crois qu'on est à la 7e, là que la 7e vient de se terminer. Il y aurait plus de la moitié qui ont été commandés sur Ubuntu. Ah, parce que tu peux choisir du coup l'OS sur lequel tu il va peux choisir pas d'OS, tu peux choisir Windows préinstallé et tu peux choisir Ubuntu préinstallé. Plus de la moitié serait sur Ubuntu. Et je me suis dit, dingue. Ah putain. Parce qu'en fait, il se positionne un peu, ce que j'avais dit dans l'intro, sur le MacBook, le MacBook Pro sous Linux. Donc en mode pour le développement, etc. Ils veulent vraiment se positionner sur à la fois du premium au niveau du châssis, etc., mais aussi une expérience Linux un choix alternatif à Windows, sans pour autant sacrifier le design et l'utilisabilité, l'autonomie, etc. Et du coup, j'ai commencé à me pencher sur les chiffres, notamment de part de marché aujourd'hui de Windows dans le domaine des systèmes d'exploitation de bureau. Et bien, il se trouve que, pour vous donner un ordre d'idée, il y a 10 ans, Windows était à peu près 87% des parts de marché sur le PC, tout confondu, c'est-à-dire business, éducation. Là, on parle pas que en entreprise, là, du coup, c'est partout. Toute l'adoption. Windows au global, c'est-à-dire marché vraiment, à la maison, mais aussi au bureau. Maison, bureau et éducation. Aujourd'hui, on serait à peu près 69,5%. Donc un déclin de un peu plus de 17%. Wow. On ne se rend pas compte, à l'échelle de Windows, c'est énorme. Un déclin lent, mais qui est régulier depuis le lancement de Windows 10. Donc en fait, la transition... Alors en vrai, je pense que ça avait déjà commencé avec Windows 8, où en mode c'était catastrophique. Ouais. Windows 8 qui a d'ailleurs, fait en sorte que Gabe Newell de chez Steam commence à développer SteamOS, parce qu'il s'est dit, si Windows perd, je vais perdre des parts de marché parce que les gamers vont s'éloigner, donc il faut que je fasse mon système d'exploitation. Et qu'est-ce qui a changé, du coup, depuis ce temps-là ? Outre les mises à jour un peu foireuses de Windows 10, l'instabilité... Les écrans de la SNCF toujours sur Windows XP. Ça, c'est pas de la faute de Windows. Ça, je veux bien leur donner tout un tas de trucs, mais ça, faites votre control management. Non, mais t'as eu un schisme, on va dire, un espèce de séparation brutale entre les machines qui peuvent plus passer sur Windows 11 parce qu'il y a le TPM. Ouais, alors pas brutal, parce que ça, t'en as toujours et t'as des moyens de contournement. Mais t'as des moyens de contournement, mais là, justement, le grand public est pas au fait de ce truc-là. Et en gros, il y a une tentative quand même de forcer les gens à racheter une nouvelle machine. Mais sans aller vers des trucs aussi techniques, t'as des moyens beaucoup plus insidieux. Apple qui vient d'arriver avec l'entrée de gamme premium, avec le MacBook Neo. Oui, MacBook Neo, exact. T'as Linux à travers les Chromebooks, donc Chrome OS qui prennent l'éducation avec l'entrée de gamme bas prix, donc des PC qui sont relativement peu chers, mais qui suffisent pour des gens qui aujourd'hui sont juste dans le contexte des cours. Oui, qui utilisent juste les plateformes Google Workspace avec exactement, Google Docs, même des petites applications de desktop. La fatigue des mises à jour remplies de dysfonctionnements, ça on en a parlé à demi-mot. J'imagine la cyber aussi. Enfin, les sécurités. Windows, niveau sécurité, ça va. En fait, le problème, ça c'est toujours le débat. Oui, il y a plus de vulnérabilités sur Windows. Non, c'est juste que Windows est plus répandu et que si aujourd'hui tu as envie de taper large, tu tapes sur du Windows. Oui. Il y a des vulnérabilités sur macOS, on a eu des vraiment casse-couilles. Je te parle en connaissance de cause. Mais le sujet de la sécurité, il est même pas dans le truc parce qu'en vrai, les gens qui achètent, ils s'en foutent un peu de la sécurité globalement. Enfin, ça me fait un peu de la peine de dire ça. Mais Avast antivirus. Même pas, parce que maintenant, tu as Defender qui est préinstallé. On va pas aller sur ce sujet-là. Ça fera peut-être l'objet d'un autre sujet. Mais aussi Copilot et l'intégration des trucs IA qui est venu comme un remplissage inutile. Et on va juste faire un écart là-dessus. L'IA, c'est bon pour plein de trucs. J'ai pas besoin de Copilot dans mon bloc-notes et dans mon outil de capture d'écran, Microsoft. D'accord ? Faut arrêter. Non, mais ils ont arrêté d'ailleurs, c'est un aveu d'échec de leur part. C'est exactement ce que tu es en train de dire. Bah ouais, c'était la news que j'allais prendre. Et après, quand j'ai vu ta news, j'ai dit, ouais, trop de similarités. Ah là, vraiment quand j'ai vu ta news, j'ai dit, ouais, je vais prendre autre chose parce que voilà. Mais je pense que là, un truc que tu dis à juste titre, c'est même pas un remplissage inutile. C'est que c'est forcé de ouf. Ah, mais c'est qu'on en est arrivé au point physique où ils se sont dit, il y aura une touche copilote. On va dégager la touche Windows pour la remplacer par la touche copilote. Et même pour avoir des PC certifiés PC Copilot,
il faut l'avoir sur le clavier. Tu peux avoir tout et ça. T'as le NPU aussi qui est intégré. Mais ça, c'est la plateforme matérielle. Au-delà de tout ça, si tu n'as pas une touche avec le logo Copilot sur ton clavier, tu ne peux pas te faire certifier Copilot par Microsoft. Voilà. Copilot Plus, pardon, c'est le terme exact. Et c'est vraiment du forcing de ouf que je pense qui a fini par écœurer bon nombre de personnes. Exactement. Il y a eu beaucoup de ça, en vrai. Puis il y a eu beaucoup de... Enfin, tu t'en parlais avec Framework. Je trouve qu'il y a une grosse concurrence aussi qui est arrivée avec des vrais PC ultra solides, quoi. Et tu veux une autre info pour toi qui va te faire plaisir à demi-mot? Il y a 2 tiers apparemment des personnes qui ont acheté un PC sous un framework sous Ubuntu qui étaient des consommateurs MacBook Pro, pardon, excuse-moi. Qui sont passés sur un PC de dev, mais sous Linux et plus sous macOS, pour la promesse de réparabilité, d'évolutivité, de simplicité d'utilisation. Et c'est marrant, un phénomène dont n'était pas forcément touché Microsoft, qui commence à le prendre aussi, ce ressenti avéré d'ailleurs, de fait d'être pillé H24 sur les données personnelles. Bien sûr. Les pubs maintenant qui s'incrustent de plus en plus. Tu sais, quand tu fais ton truc démarrer, avec ton démarrer, quand tu appuies dessus, il y a un espèce de lag d'environ 15 secondes parce qu'il est obligé de rafraîchir un peu ce système de tuiles pour mettre la dernière news, le dernier truc et tout ça. C'est catastrophique l'image de marque. C'est un très bon point parce que même sans aller le menu démarrer, déjà de base, quand tu configures un PC sous Windows, il te force, machin, il te fait un compte Microsoft. Est-ce que tu veux utiliser OneDrive? Est-ce que tu veux activer la sauvegarde? Est-ce que tu veux ceci? Est-ce que tu veux cela? Sur un Mac, tu as des trucs, mais c'est quand même beaucoup plus simple. Et ensuite, quand tu arrives sur. Tu prends un PC un peu premium, type, je sais pas, aujourd'hui, un Dell XPS par exemple, qui est un PC qui peut valoir autour des 2000 euros, 2500 euros en fonction de la config que tu prends, voire même plus. Tu as tout ça, donc tu l'as acheté cher. Tu arrives sur le bureau, tu ouvres ton menu démarrer, tu as des pubs. Pour un PC. À 2500 euros, ça fait chier. Là, au Mac, qui maîtrise de bout en bout, hardware, software, matériel, purement la coque, les puces, etc., t'arrives, t'as macOS. T'as envie d'installer un truc, tu l'installes. Presque au point, comme les smartphones, tu sais, je veux dire chinois, mais ça pourrait être plein d'autres, mais qui ont des bloatware préinstallés. Mais Windows devient comme ça, et qui, pour le coup, ça, c'est pas nécessairement que la faute de Windows, parce que des fois, pour amortir le prix des ordinateurs de grand public, etc., ils font des partenariats avec du McAfee, avec du Avast, enfin avec tout un tas de... Même avec LinkedIn ou quoi, pour amortir le prix. Exactement, avec des trucs préinstallés. Donc, je l'ai dit, il y avait Apple qui attaque l'entrée de gamme. Aujourd'hui, sur le segment entrée de gamme, pourquoi est-ce que tu achèterais un PC à 600 ou à 700 balles avec des contraintes techniques relativement plus faibles, enfin des contraintes techniques plus fortes du coup et des possibilités techniques plus faibles sur Windows, alors que tu peux passer sur macOS. Sachant qu'en plus, tu dois gérer la fin de Windows 10 dont le support a pris fin en octobre 2025. Il y en a énormément qui ont du coup refusé le passage sur Windows 11, qui se tournent à titre légitime, je trouve, vers macOS et Linux. Et je vais te dire, il y a encore cette histoire, je force, mais l'histoire de TPM, là, pas tout le monde connaît les manières de contourner, pas tout le monde a les trucs. Mais je suis tout à fait et il y en a qui ont des vieux PC qui marchent encore très bien, et c'est un sujet peut-être qu'on abordera, mais qui continuent de dire, bah écoute, moi, Tim ne me laisse pas aller sur Windows 11, bah tant pis, je reste comme en l'état. Et si tu as déjà un iPhone, passer sur un MacBook, en vrai, même si c'est un MacBook mieux, ça te fait un peu rester dans un écosystème. Et pour moi, c'est des futurs consommateurs de MacBook Air, de MacBook Pro, etc., qui, de par l'arrivée du Mac Neo, va les transitionner plus loin de Windows et du coup potentiellement d'Android, puis qui pour moi est à peu près la même guerre, vers macOS. Il y a un vrai désamour de Windows qui est palpable d'ailleurs. Je te dis, j'en parlais avec même Nvidia, la personne elle pouvait pas le dire ouvertement parce que Nvidia est un partenaire aussi quand même de Microsoft. Mais il l'avoue, il disait il y a un vrai désamour pour l'OS actuellement. Et ça se voit. Il y a des gens qui s'organisent pour recompiler des versions de Windows pour essayer d'en retirer un maximum de saloperies qui y sont mis, quoi. Ouais. Et c'est aussi pour ça que les gens ils ont acheté des frameworks, parce que framework c'est un signal fort, mais c'est quand même un marché de niche. Aujourd'hui, framework, les trois quarts des gens ne les connaissent pas. C'est des produits qui valent plus cher qu'un PC avec les mêmes specs entrée de gamme, gamme équivalente, mais où tu as la promesse de la réparabilité, où tu vas payer moins cher dans la durée, forcément. Je disais une bêtise tout à l'heure, c'est pas 2 tiers, c'est 1 tiers des précommandes, c'est des gens qui venaient du MacBook Pro et qui vont passer sur Linux. Mais ça illustre quand même un rejet pharaonique de Windows. Mais vous l'avez dit tous les deux, hein. Pour moi, le gros point de Windows, ce qui pose problème, c'est le fait que ce soit ultra chargé. C'est lourd. Aujourd'hui, c'est très lourd. Si Windows arrive à faire le chemin qu'Android a fait, c'est-à-dire cleaner un maximum de trucs, même les constructeurs qui venaient ajouter leurs petites surcouches, etc., le rendre beaucoup plus fluide, plus minimaliste dans l'approche, pas forcément esthétiquement, mais enlever en fait un maximum de trucs pour garder un OS beaucoup plus épuré, les gens retrouveront du plaisir à aller sur Windows, parce que c'est pas un mauvais OS en soi. Non, c'est juste qu'il a été abattu avec beaucoup de saloperies qui ont été mises au fur et à mesure, ce qui en fait un truc
très lourd dès que tu commences à démarrer un PC, Exactement. même s'il est neuf, quoi. Exactement. Et ce qui est terrible, c'est qu'encore une fois, je reviens sur la différence Mac, Apple, Windows. Apple maîtrise tout, de bout en bout, des puces, logiciels, etc. Là où Windows, forcément que tu vas avoir des prérequis techniques que les constructeurs sont obligés de supporter. Par contre, au niveau de la dalle, de l'écran, etc., tu as une expérience qui sera radicalement différente en fonction de la marque et même dans la marque du modèle que tu vas choisir. Il y a un axe qui est intéressant quand même sur l'éducation. J'en parlais tout à l'heure vite fait. Les Chromebooks, ça représente quand même 60,1% de la part de marché scolaire mondial. Donc plus de la moitié en 2025, plus de la moitié des ordinateurs des écoles, c'était des Chromebooks et 93% des districts scolaires aux États-Unis, ils ont prévu d'acheter des Chromebooks en 2025. Ça représente à peu près 38 000 millions de Chromebooks dans les écoles du monde aujourd'hui. Mais tu fais bien quand même de spécifier quand même. Moi, j'en suis très loin. Globalement, des Chromebooks et tout, c'est globalement aux US qui a cette culture-là. En France, par exemple, il n'y a pas ces proportions-là de Chromebook parce qu'on a moins cette culture. C'est moins développé. Et puis, les professeurs, le monde scolaire est très habitué à Windows, donc ils sont très conservateurs et tout. On touche à rien, c'est compliqué. Et c'est très facile à gérer en centrale, c'est-à-dire que tu partages un document, tu la partages avec tout le monde, pas de logiciel à installer, etc. Google Workspace pour éducation, c'est plus de 150 millions d'utilisateurs dans 230 pays quand même. Moi, j'en suis très loin de Google Workspace parce que je trouve que la suite est à chier. Tout n'est pas à jeter, mais moi, les suites de productivité dans les navigateurs, j'ai vraiment beaucoup de mal. Ah, moi, j'utilise. Hein. Bah ouais, je sais bien. Google Sheets, Google Docs. Mais force est de constater que tu as des gens qui s'en servent et qui aujourd'hui, ça fonctionne très bien pour eux. C'est aussi la puissance du gratuit. Alors, le gratuit, peut-être, mais c'est surtout le côté simple. Tu ouvres un navigateur, tu l'as partout, en fait. Exactement. Mais c'est simple. Et moi, je fais des trucs basiques en vrai dessus. Je fais pas des trucs hyper spécifiques. J'écris un script ou alors je fais ma compta. Enfin, tu vois. Mais mec, tu sais que maintenant, en fait, on a tellement été habitué à ça que moi, il m'est arrivé d'ouvrir par mégarde une fois un Excel ou un Word et tout. Premier truc, il dit bonjour, tu veux un abonnement Office 365 ? Non, tu veux pas, alors tu peux que consulter le fichier. Elle va mourir. Tu sais quoi, je vais me mettre sur Google parce qu'au moins, je peux faire ma modif de une cellule dans un fichier Excel, d'un document Word, etc. Donc c'est ouf. Mais je sais pas, moi, justement, je voulais juste raccrocher la news que j'avais choisie à la base pour faire ce bubble, cette bulle de la semaine, qui était très proche de celle de Rewan. Par contre, il y a une vraie prise de conscience de chez Microsoft. Oui. Il y a Satya Nadella qui a eu les financiers là, pour les rapports annuels et tout ça, pour donner un peu la tendance. Et il a dit que dans les objectifs, c'était de refaire une refonte complète de Windows parce qu'ils comprennent. Et c'est marrant parce que c'est global à l'entreprise. Ça ne touche pas que Windows, ça touche aussi Xbox qui est en pleine restructuration. Ils sont en train de revenir en arrière sur tout. Et en fait, on sent qu'il y a un nouveau logo Xbox d'ailleurs. Ouais. Il y a une crise en ce moment existentielle de Microsoft qui sent qu'il va dans le mur. En fait, ils ont jeté tout un tas de trucs au mur, mais visiblement, il n'y a pas tout qui a collé. Et je pense que, moi, c'est plutôt un bon axe que je trouve, c'est qu'au-delà de la restructuration purement technique du truc, ils veulent recentrer les produits sur ce qui les rend les produits qu'on a aimés. La Xbox, t'allumais, tu jouais, ça fonctionnait. C'était une des premières consoles où vraiment Internet, ça fonctionnait, le partage, tout ce qui est côté social fonctionnait. Et je pense qu'ils veulent y retourner et rendre le truc un peu plus large avec ce qu'on a vu comme les produits comme la ROG Ally et la nécessité des exclusivités. Et bien sûr. Parce qu'au début, ils faisaient fausse route. Ils ont dit on va devenir éditeur, on va donner tout à tout le monde. Et là, apparemment, ils sont en train de faire machine arrière en disant finalement, il faut qu'on ait une vraie stratégie parce que sinon, les gens ne vont plus acheter de Xbox. Et avec Microsoft, de recentrer Windows sur un OS qui fonctionne, qui est stable, qui est robuste, que tout le monde apprécie, que tout le monde a déjà, et revenir à des trucs où tu ouvres Microsoft pour de la productivité, pour que ça fonctionne et pour que ce soit léger, pas pour avoir du copilot quand tu n'as pas voulu, pour de te forcer à utiliser des fonctionnalités online quand tu n'en as pas besoin. Mais du coup, tu m'as offert une super transition pour la partie gaming, puisqu'il faut que je vous parle très rapidement de Steam Deck, et vous allez me dire, il va encore nous casser les couilles avec Steam Deck. Mais tu nous casses les couilles avec Steam Deck. Oui, je suis d'accord, tu casses les couilles avec la VR. Écoute, oui, chacun son vice. Rewan, arrête. Concentre-toi, Rewan. Mais pourquoi je vous parle de ça, c'est que en fait, donc Steam Deck, ça représente à peu près un dépassement de 6 millions d'unités vendues fin 2025. Okay. Sur 6 millions d'ordinateurs portables de jeux vendus depuis 2022, Steam Deck représente environ 2/3 des ventes. Donc, si on met tout dans la catégorie ordinateur portable, ce qui est en vrai une plateforme ordinateur portable, mais pour moi, c'est un poil différent. Mais le chiffre est intéressant. Par contre,
deux chiffres qui sont hyper intéressants. En 2026, il y a eu 40% des développeurs qui optimisent activement les jeux qu'ils développent Pour SteamOS. pour le Steam Deck même. Donc, c'est les deuxièmes après la PS5. Ouais, mais quand tu dis Steam Deck, c'est SteamOS en C'est plus. SteamOS. Donc ça casse encore plus Microsoft, quoi. Ils sentent que ça commence à venir, qu'il va y avoir le PC Steam qui va venir, que Steam va pousser à fond. Il y a un gros engouement derrière la ça. Steam Machine qui arrive. Exactement. Et Linux a dépassé macOS, donc Linux et par extension SteamOS. a dépassé macOS en par Steam, donc le nombre de joueurs qui utilisent Linux pour jouer plutôt que macOS, avec 5,33%. Donc c'est vraiment pas grand-chose à l'échelle de Windows qui doit obtenir, je sais plus, 81%, un truc comme ça. Mais c'est un record historique, rendu aussi possible par l'avènement de SteamOS, du Steam Deck, etc. Non, mais là, Attention parce que les jeux sur macOS commencent de plus en plus à mieux tourner. Bien sûr. Et on n'est pas à l'abri que des gros éditeurs fassent des exclus potentiels ou en tout cas proposent leurs jeux dessus. Donc là aussi, je trouve que Xbox a du souci à se faire parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui poussent en ce sens et ça commence à devenir chargé. C'est un excellent point que tu donnes, puisqu'aujourd'hui, Windows, ça domine le marché du gaming. Si ils perdent ça et que les jeux tournent mieux sur macOS ou sur Linux, ça va être catastrophique pour Windows. Et je vais rajouter encore une petite pièce dans la machine pour vraiment enfoncer le tout. C'est que moi, ces derniers temps, j'ai testé des téléphones, tu sais, gaming, Red Magic, etc. Et il y a tout un engouement autour de l'émulation de jeux PC, donc des vrais jeux qui tournent sous Android et ça marche déjà très très bien. D'ailleurs, le fameux service que j'utilisais qui s'appelle Game Hub débarque sur iPhone. Ça veut dire que bientôt, tu pourras prendre ton jeu Steam, l'installer sur ton iPhone et le faire tourner avec de l'émulation. Et les résultats sont très très bons. C'est-à-dire que là, c'est du bricolage. Il n'y a même pas de solution officielle. Le jour où Steam dit « Ok, on arrive, on fout Steam sur iOS, on fout Steam sur Android », imagine-toi comment Microsoft... Tu sais, c'est vraiment le souffle dans le cou, là. Là, ils sentent que le souffle, il est là, il est fort, il est très très fort. Mais c'est marrant. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on sent quand même que Microsoft, on peut leur au moins reconnaître ça, c'est que dans les lettres d'intention, ils sont conscients de ce qui est en train de se préparer pour eux et ils semblent vouloir réagir. Et c'est un déclin, c'est pas un effondrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la tendance dit que ça diminue, mais sur des axes très révélateurs ça va qui, doucement, une toute petite évolution peut faire en sorte d'accélérer de manière cataclysmique ce déclin. On n'en est pas là encore, mais de par tout ce qu'ils ont communiqué sur à la fois Xbox, Microsoft, etc., je pense qu'on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt parce que aujourd'hui, sincèrement, moi qui utilise pas mal du Linux à côté, je me sers de Windows pour garder l'habitude, mais je pense de plus en plus à passer full Linux. J'ai une fin du film incroyable. Imaginez Microsoft qui à un moment a racheté Nokia, tu te rappelles, pour les smartphones. Qui l'a tué. Et donc Nokia a eu ce déclin catastrophique. Imagine un jour c'est Microsoft qui devient le Nokia parce que déclin catastrophique et qui va se faire déborder par toute la concurrence. Le futur a l'air de se préparer. Il est incroyable et excitant à la fois. Bon, voilà pour les actus de la semaine. Je pense qu'on a bien fait le tour. Et puis, on parlait de problèmes avec les OS. Peut-être que c'est aussi dû à l'obsolescence. Et ben, ça tombe bien. C'est le sujet qu'on va aborder jeudi. On change d'objet de plus en plus vite, alors qu'ils n'ont jamais duré aussi longtemps. Ton téléphone fonctionne encore, ton setup aussi, mais t'as déjà envie de passer à autre chose. Et si le problème ne venait pas des objets, mais de nous, du regard qu'on porte dessus, de ce qu'on voit tous les jours, de ce qu'on attend sans même s'en rendre compte. On en parle dans l'épisode jeudi. Merci les osios et à très vite sur Bubble. Salut. Ciao.